Bonjour à toutes et à tous, ici Grégory Book, auteur du livre Localisation, comment choisir un emplacement viable pour son domicile. Aujourd'hui, vidéo d'actualité. J'ai vu que récemment, il y avait des gens qui essayaient de diaboliser le mouvement survivaliste. Alors déjà, le mouvement survivaliste, c'est quoi? C'est pas un vrai mouvement, il n'y a pas de leader, il n'y a pas de carte, il n'y a pas d'organisme. C'est une école de pensée, c'est une philosophie. Tout comme il y a des gens qui sont des écologistes, c'est-à-dire qu'ils ont un souci de l'environnement, de l'animal, et qui pensent la société à travers ce prisme-là, et bien d'autres personnes qu'on appelle dans un sac comme ça, conceptuel, les survivalistes, eux pensent qu'il y a des risques dans la société et qu'il faut s'y préparer pour évidemment augmenter ses chances de survie. Donc récemment, il y a eu des liens qui ont été faits entre des affaires criminelles, délictuelles, qui n'avaient rien à voir avec le survivalisme en tant que tel, mais qui ont été quand même liées entre elles, pour une raison un peu obscure. Alors je voudrais ici démontrer que les gens qui veulent diaboliser le survivalisme, en fait ce sont des gens qui sont irresponsables. Parce qu'ils font courir un risque énorme à tous ceux qui auraient pu être intéressés par cette philosophie de vie, et qui ne vont pas l'être sous prétexte qu'il y aura des liens avec je sais pas quel parti politique, etc. Alors ce que je dis aux diabolisateurs, c'est que c'est quand même dommage de priver des gens, des honnêtes gens, de la possibilité d'augmenter leurs chances de survie, simplement en mettant en place des mécanismes très simples. Alors j'ai trouvé quelques témoignages de personnes ou d'entités assez révélateurs en fait de la manière dont le survivalisme en fait est répandu partout et tout le monde est plus ou moins survivaliste. C'est des degrés en fait de préparation. Alors, je vais vous faire écouter un témoignage assez court d'un gendarme qui était présent lors de l'ouragan à Saint-Martin. Un ouragan très très fort, Irma, qui a frappé donc cette île. Et vous allez voir ce qu'il dit, lui, des catastrophes naturelles. On a eu l'œil du cyclone. Pendant 20 minutes, on n'a pas pu s'empêcher de jeter un œil. On savait qu'on était en deuil de notre voiture, on n'avait plus rien. On avait passé la première partie. Et puis ça revient très vite. Et là, ça n'a pas du tout été la même facture. Entre la première partie, on a dû se prendre des 250, et la deuxième partie de l'œil, où là on a dû se prendre du... Bon, apparemment les appareils de mesure ont claqué à 380, donc c'est ce qu'on a dû se prendre. Là ça n'a pas été du tout pareil. Déjà ça a soufflé de l'autre côté, donc la structure qui était déjà ébranlée dans un sens, là elle a été hachée. Et on a tout de suite senti que c'était des coups de semonce dans les murs, et là que ça allait plus. Donc on est tous partis dans la pièce là, que j'estimais suffisamment solide. Et on est resté dans cette pièce, ça a duré 1 heure à peu près, en se disant vivement que ça se termine. Et à un moment, j'ai la fenêtre qui a cédé. Donc, tout le monde s'est mis à hurler. On avait mis les matelas pour être mis autour de nous. J'ai pris le matelas, je l'ai mis contre la fenêtre pour essayer de la refermer. Mais ma famille s'apprête à fuir en passant par la porte. Mais il y avait tellement d'air qui rentrait qu'ils n'arrivaient pas à soulever. Donc j'ai mis toute la force de monde que je pouvais dégager pour essayer de fermer cette fenêtre, mais j'y arrivais pas. C'était pas possible. Et eux, ils hurlaient derrière et ça voulait pas venir. Et on a le toit qui a dégagé. Le toit, il s'est mis à dégager, il a été aspiré, le toit. Il est à 400 mètres dans la colline à côté. Bon, si vous voulez écouter le témoignage en entier, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. En gros, c'est un gendarme qui vous explique comment il a failli mourir et comment il a failli voir sa famille mourir lors de cet ouragan, qui était d'une puissance extrême. Et on voit que souvent, il fait référence à la préparation, à l'importance du fait d'être préparé, d'avoir bien choisi sa maison, d'avoir mis des procédures en place en cas où il y a un événement dans ce type-là. Donc, il est dans une optique qu'on pourrait définir comme survivaliste, c'est-à-dire qu'il cherche à survivre à un événement donné. Et c'est évidemment pas le seul. Quand on habite sur ces îles-là, qui sont exposées parfois à des ouragans, évidemment que les gens qui se préparent le plus ont des chances de survie supérieures. Donc en fait là, ce que les journalistes auraient voulu dire à ce monsieur et à tous les gens qui s'étaient préparés à cet ouragan, ça serait de dire « Mais vous n'avez pas besoin de vous préparer. Pourquoi ? Il y a des ouragans, il y en a toujours. Et puis l'État a une solution.
Et puis, faut pas être parano. Et puis, pourquoi est-ce qu'on mourrait simplement parce qu'il y a du vent, etc. Bref, on est face à un corps constitué. Donc, les gendarmes n'ont pas... C'est vraiment un groupe qui a un accès excellent à la logistique de secours. C'est les premiers à être transférés, etc. Donc, même un gendarme préparé dans un environnement sécurisé avec des armes a eu peur pour la vie de sa famille. Donc comment voulez-vous qu'un citoyen lambda, qui est tout seul dans sa petite maison, entouré de gens qui n'est même pas armé par exemple, comment est-ce que voulez-vous que cette personne-là, elle, ait une chance de survie? C'est pour ça que le survivalisme existe. C'est pour donner des raisons et des préparations aux gens lambda pour qu'ils survivent à ces catastrophes-là. Voilà. Alors deuxième témoignage, celui-là je pense qu'il est bien connu des médias, c'est Jacques Attali. J'ai toujours pensé, mais je ne suis pas le seul et je ne veux pas donner de leçon ici, que celui qui ne se prépare pas au pire est presque sûr de le vivre. Or, nous avons tous vécu dans l'insouciance ce que j'appelle moi l'économie positive, c'est-à-dire l'économie qui prépare à un meilleur avenir pour les générations futures. Ça consiste justement à prévoir le pire et à se préparer. Et prévoir le pire, c'est faire des réserves, c'est des réserves de tout, des réserves de blé, comme on disait dans la Bible, mais de semences, mais aussi les paysans savent bien ça. Il faut faire des réserves les meilleures possibles et conserver les graines pour pouvoir les utiliser le mieux possible, mais aussi les réserves de tout ce qui peut apparaître rarement nécessaire. Or, souvent quand on doit faire des économies, on préfère faire des économies sur ce qui est un grand risque peu probable que ce qui est un plaisir immédiat. Et c'est ça la tragédie des sociétés de consommation. Donc là, encore une fois, Jacques Attali en personne, la personne qui a été invitée je ne sais pas combien de fois sur les plateaux télé. Je vous mets au défi de compter le nombre d'interviews que Jacques Attali a fait dans sa vie. Je vous mets au défi de trouver une seule chaîne de télé dans laquelle il n'est pas passé. C'est vraiment le mainstream total. Et il vous dit que si vous ne vous préparez pas au pire, vous êtes sûr de le vivre. Et qu'il faut faire des stocks. Et qu'il vaut mieux mettre son argent dans la préparation plutôt que dans le plaisir immédiat. Alors si ça, c'est pas une phrase de survivaliste, expliquez-moi ce que c'est. Donc même Jacques Attali, qui est l'invité mainstream par excellence, vous dit clairement, texto, faites des réserves, préparez-vous. Donc encore une fois, je comprends pas pourquoi les journalistes d'un seul coup ont décidé que le survivalisme c'était mal, que cette volonté de se préparer à un événement c'était mal. Troisième exemple, alors là c'est un document du gouvernement allemand qui conseille aux gens de faire 10 jours de réserve de nourriture et d'eau. Mit einem Vorrat an Lebensmitteln und Getränken für 10 Tage sind sie hierfür gerüstet. Donc, si vous avez un stock de 10 jours de nourriture et d'eau, vous êtes à peu près préparé. Pourquoi est-ce que le gouvernement allemand, et même plein d'autres gouvernements dans le monde, conseillent aux gens de se préparer aux catastrophes? Alors là, j'ai pris un gouvernement étranger pour montrer qu'en fait, cette idée survivaliste, entre guillemets, est répandue partout. Pourquoi est-ce que même les gouvernements officiels conseillent ça, conseillent de se préparer? Mais c'est parce qu'en cas de catastrophe, quand il y a des inondations terribles, une coupure de courant énorme, c'est plus facile pour les autorités, pour les services de sécurité civile, pour les pompiers, pour la police, d'intervenir et de s'occuper des gens. Parce que si personne n'a de stock, si on a tous un seul jour de stock, eh bien au bout d'un jour de non-approvisionnement, de rupture, c'est le chaos. Alors que si tout le monde s'est préparé, si tout le monde a fait des jours de stock, eh bien c'est relax. Ok, on a perdu des routes, des ponts, quelques maisons, mais au moins c'est pas la panique. Et les gens, il y a un stock de sécurité et on peut comme ça sortir de la crise rapidement. Les services de secours peuvent venir, faire leur travail dans le calme, etc. Donc n'importe quel pompier, n'importe quelle personne qui est en contact avec les catastrophes naturelles, n'importe quel médecin, n'importe quel gendarme, n'importe quel policier va vous dire oui, ça fait sens de se préparer aux catastrophes, ça fait sens de faire du stock, d'appliquer des procédures, de faire attention à l'endroit où on achète sa maison, où on choisit son domicile. Ça me paraît tellement évident, je comprends même pas
pourquoi est-ce qu'il y a une volonté comme ça de diaboliser un mouvement qui pour moi est naturel. C'est surprenant et à la fois pas surprenant. Je vais vous dire pourquoi, parce que les gens qui tentent de diaboliser le survivalisme, comme dit juste avant, c'est pas les gens du quotidien qui sont en contact avec les catastrophes, c'est même pas Jacques Attali, c'est des gens qui travaillent dans un bâtiment qui est planqué au milieu du quartier le plus riche et le plus cher de toute la France. Le 16e arrondissement, pour avoir un 2 pièces de 45 mètres carrés, j'ai regardé avant, j'ai vérifié, ça coûte 500 000 €. On est à plus de 10 000 € du mètre carré. Donc c'est évidemment le record en France, à part, je sais pas moi, Monaco, je pense qu'il n'y a aucun quartier en termes de aussi grand que ça, quoi, qui ait un prix d'immobilier aussi important. Donc on a des gens qui vivent dans cet environnement ultra riche, ultra protégé, ultra embourgeoisé. Alors moi j'ai rien contre les gens qui gagnent de l'argent, au contraire, il faut que tout le monde soit riche, et tout le monde devrait à la fin de sa vie pouvoir vivre ou s'acheter un appartement là-haut. Mais quand on a vécu toute sa vie là-dedans, et que on ne connaît pas la vie au quotidien des gens qui sont en périphérie à la campagne, ou même dans les territoires d'outre-mer, et qu'on vient donner des leçons, et qu'on vient diaboliser un mouvement qui justement cherche à rendre les gens responsables, à augmenter les chances de survie. Pourquoi est-ce que je fais des vidéos? Pourquoi est-ce qu'il y a plein de gens qui font des vidéos sur la survie? C'est parce qu'on a classifié ces vidéos-là dans un thème survivalisme, qui est un terme générique, qui est utile pour classifier l'information, qui vise à prolonger la vie, à donner des chances de survie. Et on est tous des survivalistes, à des échelles plus ou moins importantes. Il y en a qui sont survivalistes, mais qui font encore beaucoup confiance à l'État. Il y en a qui font plus confiance à l'État parce qu'ils ont vu que lors de certains événements, l'État ne suivait pas. Mais là, en fait, là on en revient à un point quasiment philosophique, c'est la raison de vivre, c'est de transmettre la vie. Et pour transmettre la vie, il faut pouvoir survivre d'abord. Si vous conduisez complètement drogué, alcoolisé, sur le national la nuit, forcément, vous allez fortement diminuer vos chances de survie. Et c'est pas un comportement souhaitable. Donc, normalement, on devrait tous être contents qu'il y ait des gens qui s'occupent du sujet du survivalisme et qui veulent prolonger la vie des gens, quoi. Bon, là, visiblement, il y a une clique de gens qui sont totalement hermétiques au concept, qui comprennent même pas qu'il y a un intérêt à prolonger la vie. Voilà. Moi, ce que je dis aux gens qui cherchent à diaboliser ce mouvement survivaliste entre guillemets, c'est que ce sont des irresponsables. Parce que en diabolisant, et encore une fois en associant ce mouvement, ou même les techniques de survie en général, à du complotisme, à des trucs extrêmes, vous allez empêcher des gens lambda de s'intéresser au sujet. Et donc, vous allez augmenter leur risque d'avoir un accident, d'être blessé ou même de mourir lors d'une catastrophe. Donc moi, les reportages anti-survivalistes, j'aimerais bien que vous les ressortiez quand il y aura une crue centennale de la Seine, quand il y aura un blackout géant en France pendant 5 jours, quand il y aura 2 accidents nucléaires en même temps, quand il y aura des émeutes urbaines tous les soirs pendant 3 mois. Que sais-je encore? C'est à ce moment-là qu'il faudra ressortir les reportages et on verra comment ils seront accueillis par la population. Voilà. C'était un message de Grégory Bourque et je vous dis à bientôt.